Je n'aurais jamais imaginé qu'une ville aussi empreinte de saints et de reliques sacrées puisse abriter quelque chose d'aussi abominable. Rouen, avec ses maisons à colombages, penchées sur les pavés, sa cathédrale Notre-Dame s'élevant vers le ciel, captant la lumière matinale sur ses gargouilles de pierre, m'a toujours paru comme un poème en gris et or. Mais sous ces rues familières, la rue du Gros Horloge, la place du Vieux Marché, les traboules étroites du Vieux Marché, réside un silence plus sombre que la nuit. Ce silence, mes amis et moi l'avons découvert un soir de janvier, et aucun de nous n'en est ressorti indemne. Nous étions 4, moi, Claire, Antoine et Julien. Des étudiants en université réunis par des discussions nocturnes sur le folklore et l'alchimie. Dans notre dernier semestre, chacun travaillant sur des thèses différentes, nous avons été irrésistiblement attirés par une même obsession. Pierre Noir, un médecin alchimiste rouennais du XVe siècle, dont les carnets aujourd'hui conservés à la bibliothèque municipale de Rouen sur la place de la Pucelle, parlait de rites interdits sous la crypte de la cathédrale. Son écriture tremblante, l'encre brouillée par le temps, mais une phrase revenait sans cesse. « Le cœur noir sommeille sous Dieu ». Cette phrase devint notre obsession. Nous passâmes des après-midi à feuilleter des folios friables dans la salle de lecture, suivant ces notes sur les phases lunaires et les teintures, jusqu'à ce que nous trouvions un croquis, un plan de la crypte archéologique sous Notre-Dame, ces passages s'étendant bien au-delà des galeries publiques. Un petit corridor barré de rouge, marqué « Chambre scellée », la chambre scellée. Lorsque nous quittâmes la bibliothèque ce jour de printemps, le vent d'hiver s'était transformé en une bruine fine et les arcs-boutants de la cathédrale disparaissaient dans des nuages bas. Nous jurâmes d'attendre un temps clair, mais la peur est aussi fragile que la glace. En moins d'une semaine, nous nous retrouvions sur la place du Vieux Marché, montant les marches à côté du cloître pour accéder à l'entrée nord de la crypte. La billetterie était fermée pour rénovation, et aucun garde ne se tenait dans l'arcade de pierre. Nous contournâmes la corde en velours et descendîmes. La crypte publique s'étendait sous la nef, des rangées de moulages en plâtre représentant des tombeaux médiévaux, les fondations excavées d'églises plus anciennes. Nos lampes perçaient l'air poussiéreux en faisceaux étroits. Chaque pas résonnait, chaque respiration semblait stérile, comme si les pierres elles-mêmes avaient expiré des siècles de prière. Nous suivîmes le plan de Noir. Après un coin, derrière une petite arche étiquetée « Vestiges gallo-romains », nous la trouvâmes. Une porte en fer moderne, la surface rouillée mais la serrure intacte. Ses charnières ne grincèrent pas, aucune friction, comme si le métal avait perdu sa voix. Autour du cadre, nous traçâmes de faibles gravures, des cœurs entrelacés transpercés par un poignard, à moitié effacés par l'humidité. Le même symbole que nous avions vu à la bibliothèque, celui que Noir répétait dans la marge de son journal, avec la note cryptique « Le sang vrai ouvre la porte ». Claire, toujours pragmatique, refusa d'envisager l'idée. Antoine la rejeta comme une allégorie. Seuls Julien et moi, pris entre cynisme et émerveillement, avions apporté de petites lames, des scalpels achetés à la pharmacie. Rien dans le texte de Noir ne parlait de déchirer la chair. La phrase était métaphorique, une référence au sacrifice. Pourtant, dans ce corridor glacial, les paroles de Mika semblaient littérales. L'air tremblait, lourd comme de la laine mouillée. Je pressai ma lame contre ma paume. Une coupure superficielle. Mon propre sang jaillit, et avant même que je ne réalise ce que je faisais, je pressai ma paume contre le fer froid. Le métal se réchauffa d'une chaleur maladive, pulsa sous ma peau, et un doux déclic résonna à travers le tunnel. La porte s'ouvrit silencieusement sur des pivots invisibles, révélant un escalier étroit, descendant dans une obscurité plus noire que l'absence de lumière. L'odeur nous frappa en premier, de terre ancienne, de moisissure et de quelque chose de caustique, comme du cuir brûlé. Aucun de nous ne parla, il n'y avait rien à dire. Les marches se resserraient jusqu'à ce que nous atteignions une galerie au plafond bas, taillée à la hâte dans la pierre calcaire, les murs luisants de condensation. Nos lampes révélaient des gobelets et des éclats de poterie jonchant le sol à moitié enfoui dans les décombres. Au centre se dressait un dé irrégulier de pierre et dessus un bassin brisé taché de noir. Il semblait que le monde se fût terminé ici depuis longtemps. Le seul bruit était le goutte à goutte lointain de l'eau.
Mais même cela semblait mesuré, délibéré. Je me souvins des dernières instructions de Noir. À la montée de la nouvelle lune, se tenir au-dessus du bassin, une offrande de sang en main et prononcer le nom du cœur noir. Le rite était censé le lier, le forcer à retourner dans le vide au-delà. Aucun de nous ne croyait que cela fonctionnerait. Aucun de nous ne s'imaginait qu'en pénétrant cette chambre, nous deviendrions la liaison. Nous nous installâmes sur le dé. Je nettoyai ma lame sur ma manche et rouvris la coupure sur ma paume. Mon sang tomba dans le bassin, vapeur s'élevant, là où il rencontrait la pierre froide. Antoine et Julien suivirent, offrant à leur tour le leur. Claire refusa, mais aucun mot ne fut prononcé. Elle regardait, les yeux fixés, tandis que le rouge tombait dans le bassin, comme de l'encre versée dans l'eau. Nous attendîmes sans prononcer le nom. L'air se contracta, comme si des murs invisibles poussaient vers l'intérieur. Puis Julien, je ne sais toujours pas pourquoi il le fit, murmura les syllabes « corda tenebris ». 2 mots, moitié latin, moitié dialecte rouennais. Le bassin trembla. Les ombres contre le mur lointain se densifièrent, se fondant en une forme qui se tordait et se contorsionnait comme une tempête prisonnière dans la pierre. Il n'y avait pas de visage, seulement des jeux de lumière et d'obscurité, l'éclat de quelque chose de humide et de vorace. L'odeur changea, se fit fumer, poisson pourri et peur. Le bassin se fendit sous le poids de quelque chose de vivant montant vers le ciel, et le dé trembla, desserrant les pierres du sol. Nous fuyâmes. Le corridor derrière nous se métastasiait. Les passages s'étiraient de manière impossible, les escaliers se repliant sur eux-mêmes. Claire se précipita en avant, trébuchant contre des murs qui n'existaient pas avant. Je lui passai un bras autour de la taille, la traînant dans un passage latéral, tandis que la forme derrière nous soupira comme un tonnerre lointain. Lorsqu'enfin nous trouvâmes la sortie publique, l'aube pointait, baignait les cours intérieures d'une brume rose et silencieuse. Le portail de la crypte était fermé, sans trace de la porte en fer que nous avions ouverte. Nos empreintes dans la poussière, les traces de sang sur la pierre, tout avait été effacé par le vent ou par un oubli volontaire. Les conséquences furent aussi insidieuses que le rite lui-même. Les yeux de Claire tremblaient. Elle faillit perdre la vue pendant plusieurs jours, les médecins perplexes devant les hémorragies dans ses nerfs optiques. Antoine commença à somnambuler, retrouvé errant dans les rues à l'aube, marmonnant des fragments d'une langue inconnue. La voix de Julien changea, basse, rauque, comme s'il avait inhalé l'air d'hiver dans la chambre. Mes propres cicatrices refusèrent de guérir. La coupure sur ma paume se rouvrit dans mon sommeil, saignant un sang que j'avais essuyé des heures plus tôt. Cela ne nous tua pas, mais ce fut tout près. Une semaine plus tard, je trouvai Claire et Antoine brisés dans mon appartement, éclairés par une lampe de bureau solitaire. Des cartes de Rouen étaient épinglées au mur. Des fils rouges reliant des notes volées dans les archives de la cathédrale à des graffitis griffonnés dans une fonderie abandonnée sur le quai de la Bourse. Ils parlaient de poursuivre l'entité, de la sceller à nouveau, de voyages que je peinais à suivre. Je les forçai à s'arrêter, terrifiés qu'un autre rite ne nous lie plus étroitement encore. Cela ne prit fin que lorsque nous acceptâmes de quitter Rouen. Julien disparut en premier. Son appartement rue Jeanne d'Arc était vide, à l'exception du bassin de la crypte. Il l'avait volé, pensant qu'il pourrait y emprisonner l'esprit. Lorsque je le trouvai dans son salon, fissuré et noirci, mon reflet sur son rebord taché de sang me renvoya un regard vide. Je le brisai et m'enfuis. Antoine et Claire suivirent peu après. Ils déménagèrent à Lyon, abandonnant notre rêve commun des examens finaux et des soutenances de thèse. Nous ne parlâmes plus jamais du cœur noir. Parfois, je les aperçois sous le pont de la Moon River au crépuscule, leurs visages ombragés, chargés de connaissances qu'ils ne peuvent oublier. Quant à moi, je rôde toujours à Rouen, attiré par ces pierres silencieuses. Je marche le long des quais au crépuscule, la flèche de la cathédrale me surveillant, comme si elle attendait mon retour. Ma paume porte la cicatrice de cette lame. Certaines nuits, lorsque la pluie tombe doucement et que les pavés brillent, je jurerais sentir la moisissure et le cuir brûlé s'échapper de dessous le pavé. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent être refermées. Certains cœurs, une fois appelés, ne cessent jamais de languir.